D'un dialogue interactif direct entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des représentants de jeunes Congolais réunis pour l'événement dit Face à face avec la jeunesse. Organisé par le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, cette rencontre a connu plusieurs moments clés, notamment une parade haute en couleurs illustrant la diversité, l'énergie et la créativité de la jeunesse congolaise, ainsi qu'une session de questions-réponses sous la modération efficace de Madame la porte-parole du président de la République. Les questions sur des sujets cruciaux tels que l'emploi des jeunes, l'accès au financement pour les projets entrepreneuriaux et la participation politique ont été posées sans tabou. Dans le cadre de la promotion de l'éveil patriotique, quel mécanisme avez-vous mis en place pour accompagner l'engagement patriotique de jeunes et qu'elle doit faire la brigade d'éveil patriotique pour accompagner cet engagement? Aujourd'hui, je porte la voix de nombreux jeunes engagés à renforcer la sécurité alimentaire. Comment l'État compte réduire le coût logistique pour permettre aux produits agricoles d'atteindre le marché national et internationaux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu avec pédagogie, réaffirmant l'engagement de son gouvernement à placer la jeunesse au cœur des priorités nationales. Tout d'abord, vous devez savoir que mon objectif est de faire de la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie est très dépendante des minerais. Et les minerais, il y a une longue histoire d'ailleurs qui explique un peu les malheurs que nous vivons aujourd'hui par cette agression injuste et barbare d'un de nos voisins. Ce sont malheureusement le seul secteur d'activité qui est générateur, qui soutient en fait notre économie. Et moi, en arrivant, je me suis dit, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays aux immenses opportunités et qui a énormément de richesses, à commencer par la première, qui moi je trouve qui est la plus grande richesse de notre pays, c'est ses ressources humaines et donc sa jeunesse. En clôture de cet échange interactif, le chef de l'État a appelé la jeunesse à saisir les opportunités offertes par les nouvelles initiatives gouvernementales, les exhortant à l'unité, au civisme et à l'ardeur au travail. De l'abandon à la dignité des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a détaillé tous les efforts fournis pour améliorer le social des militaires. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Giscard Koussema. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays.
quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, je le disais en titre, déployées dans la province de l'Ituri, se démarquent par la découverte de caches d'armes. La plupart de ces engins de mort, voulais-je dire, avaient été enfouis par les éléments de cette milice de Thomas Lubanga, un allié du M23. Les FARDC continuent à nettoyer les différents anciens bastions de la milice CRP au littoral du lac Albert et au nord du territoire de Djougou. Le point dans ce reportage. En Ituri, les opérations militaires se poursuivent avec détermination. À Boulé, dans les territoires d'Ndjougou, les FARDC continuent à terrifier la CRP en démantelant leur dernier bataillon résiduel. Sur les rives du littoral du lac Albert, la paix se renforce progressivement après la défaite écrasante infligée à une milice particulièrement active dans cette zone stratégique. Dans ces chefferies, les troupes poursuivent et ratissent les positions de la milice de Thomas Lubanga, allié du M23, neutralisant ses poches de résistance. Au cours de ces opérations, les FARDC ont découvert une cache d'armes impressionnante appartenant à la milice CRP. L'arsenal saisi comprend 2 armes individuelles, 15 fusils d'assaut AK-47, 2 mitrailleuses PKM, plus de 650 des munitions PKM et plusieurs munitions destinées aux AK-47. Cette énième victoire des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni sur la milice CRP de Thomas Lubanga montre clairement que cette milice est en voie de la disparition, car ils n'ont ni moyens, ni capacité, ni logistique de combattre les forces armées. Ça ne sert à rien de continuer à mourir devant le rouleau compresseur des forces armées. Ça ne sert à rien. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo restent en première ligne pour protéger, sécuriser et restaurer durablement la paix. La position des États-Unis d'Amérique exprimée par le secrétaire d'État américain lors de sa dernière sortie est devenue de plus en plus claire et ferme concernant les attaques et l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont publiquement condamné le rôle du Rwanda et son soutien au mouvement rebelle du M23, allant jusqu'à l'accuser directement d'être à l'origine de bombardements meurtriers contre
l'encontre de civils et des déplacés. Cette condamnation marque une escalade diplomatique significative. Le Rwanda a ainsi craché sur la barbe du monde, sous la barbe du monde, voulais-je dire, sur l'accord de paix signé à Washington, capitale des États-Unis d'Amérique. Parlons à présent autre chose. Enfin, restons dans les secteurs de la sécurité. Dans la province du Haut-Katanga, particulièrement à Kipushi, les gouverneurs a sensibilisé la population à la vigilance car l'heure est grave. Regardez. À Kipushi, la population était spontanément mobilisée pour réserver un accueil enthousiaste à Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, introduit par l'administrateur du territoire, Martin Kazembe Choula, déterminé et maîtrisant bien les désidératas de la population de Kipushi, a livré un message religieusement suivi par la foule. L'espoir, la paix et le développement ont dominé cette adresse à une population assoiffée de voir son territoire progresser. Le chef de l'exécutif provincial a rassuré les habitants de cette cité minière et frontalière avec la Zambie que son gouvernement est déjà engagé dans plusieurs projets de développement touchant divers secteurs. Il a ainsi annoncé l'asphaltage de plusieurs kilomètres de routes et la construction des routes des dessertes agricoles à l'intérieur du territoire. Concernant la fourniture en eau potable et l'électrification, Martin Kazembe Choula a précisé que des mesures ont déjà été prises et que l'entreprise Kiko entrera bientôt en action pour résoudre ces problèmes. Poursuivant son adresse, le gouverneur de province a réaffirmé sa ferme volonté de restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs domaines, dont les territoires de Kipushi. Poursuivant son message, le gouverneur de la province a réaffirmé sa ferme volonté de renforcer l'autorité de l'État dans plusieurs domaines. Kipushi étant une cité frontalière avec la Zambie, le gouverneur a invité tous à la vigilance ainsi qu'à la collaboration avec les services de sécurité pour dénoncer tous les suspects. Un important incendie s'est déclaré au cœur de la commune de Lingwala, précisément sur l'avenue Itaga, touchant les très fréquentés marchés Itaga complètement calcinés. Les flammes se sont propagées malgré les efforts désespérés de riverains. Ces drames aura de conséquences économiques et sociales lourdes. La situation est actuellement sous contrôle. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Parlons de problèmes qui touchent aux Kinois, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, principalement le problème des embouteillages et de transport public. Les experts se sont retrouvés autour d'une table pour lever des options idoines. Regardez. 49,6% des Kinois se déplacent à pied à cause des embouteillages. Le transport en commun est devenu inadapté avec environ 17 millions d'habitants. Deuxième ville subsaharienne la plus peuplée après Lagos au Nigeria. Autant de défis donc auxquels est confronté Kinshasa, mais que l'on peut transformer en opportunité. Et au lendemain de l'adresse du chef de l'État devant le Congrès, la cellule de développement urbain de Kinshasa, CDUK, et les différentes structures conduites par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, se sont retrouvés autour d'une table pour échanger avec les partenaires internationaux afin d'envisager l'amélioration de l'urbanisation de la capitale congolaise. Au cours de cet atelier, les participants ont réfléchi sur comment appuyer à travers des activités urbaines l'équité dans les transports, l'amélioration de la sécurité et faire de Kinshasa une ville qui respire et inspire. Le ministre provincial de l'urbanisme, Jésus Noël Cheke, est le numéro 1 de la CDUK, Tom Kisenda, confirme l'importance de ces réflexions. Il était donc important de pouvoir s'arrêter et de révisiter ces deux instruments de planification stratégique pour en donner une nouvelle orientation vers l'horizon 2040. Ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'embouteillage, il faudrait qu'il y ait un plan cohérent pour que ces deux instruments puissent apporter des solutions durables. La CDUK accompagne la vision du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. Nous voulons que la population puisse s'imprégner de ces soucis du chef d'État, aussi les soucis du gouverneur Daniel Bumba, que la mise en œuvre des outils d'urbanisation ne peut passer que par l'adoption par la population kinoise. La détermination est affichée. Kinshasa doit dégager sa splendeur. La population kinoise devrait donc accompagner ces actions.
Il est des coutumes dans ce journal magazine de dimanche de vous faire ou présenter la rétrospective des activités du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la semaine du président. C'est donc cet élément. Lundi 8 décembre 2025, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès au Palais du Peuple. C'est un discours qui s'est articulé sur sa vision autour des 6 engagements essentiels de son action, à savoir bâtir la paix et protéger la souveraineté nationale, améliorer le pouvoir d'achat, assainir la gouvernance des ressources minières, accélérer le développement rural et les infrastructures de base, renforcer l'ambition climatique du Congo et consolider la justice, la transparence et la redevabilité publique. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats perceptibles. Malgré le progrès réalisé dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur à déplorer le président de la République. La RDC reste confrontée à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de la République démocratique du Congo l'un des pays les plus touchés au monde par ces drames humanitaires, a dénoncé le chef de l'État. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas, a dit le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion du Conseil restreint des ministres. L'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de cette séance de travail. Le chef de l'État a condamné fermement l'offensive militaire rwandaise sur le territoire congolais en violation flagrante des engagements souscrits par le Rwanda dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington. Il ressort de la réunion que toutes les institutions sont invitées au sens de responsabilité et à la vigilance. Les forces armées maintiennent le niveau d'alerte requis par cette agression et continueront de défendre l'intégrité territoriale du pays. Une réunion interinstitutionnelle et un conseil supérieur de la défense élargi seront convoqués. Arrivé au terme de sa mission après 2 années en RDC, l'ambassadeur de l'Union européenne Nicolas Berlanga Martinez a fait ses adieux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une rencontre à la Cité de l'Union africaine. Le Rwanda a de moins en moins d'excuses pour justifier ses actions sur le terrain. Maintenant qu'il y a les accords de Washington, il est important que son garant s'impose pour les faire respecter, a indiqué les diplomates européens au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Plusieurs sujets d'actualité ont marqué la semaine qui s'achève. Voici la rétrospective, le temps pour vous de vous rattraper des activités de la semaine en 5. Regardez. La semaine qui s'achève s'est ouverte sur le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'état de la nation. Les réactions sont venues de toutes les couches sociales du pays, du politique aux vendeurs ambulants. Dans la suite des accords de Washington, les explications sur le contenu de ces accords ont été on ne peut plus claires, suscitant davantage d'adhésion populaire. Une délégation du secrétaire au Trésor américain a séjourné en début de semaine en République démocratique du Congo. La délégation américaine a eu une séance de travail avec le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers. Il a rassuré à la délégation américaine de l'implication du chef de l'État dans la lutte contre les flux financiers illicites. Les deux parties ont échangé sur les réformes entreprises par la RDC dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a été aussi abordé la question de la sortie imminente de la RDC de la liste grise du groupe d'action financière internationale. Dans la semaine, c'est aussi la perte du contrôle de la ville d'Uvira et son occupation par la brigade avancée du Rwanda que l'on appelle l'AFC-M23 qui a marqué les esprits. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée. Cette 10 063e séance sur la RDC, présidée par la Slovénie, a permis à la République démocratique du Congo et d'autres pays de partager leurs analyses
de la situation sécuritaire d'Ouvira. La violation de la résolution 2773 a été dénoncée la République démocratique du Congo par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, a rappelé que le rapport du secrétaire général des Nations Unies attestait que les attaques contre les civils se poursuivaient et l'aide humanitaire était entravée par les forces rwandaises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait un communiqué qui fustigeait l'attitude belliciste du Rwanda qui viole les accords à peine signés. 3 membres du gouvernement ont dans la même approche échangé avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo pour réitérer l'engagement de la RDC à promouvoir la paix sans renoncer à son droit de se défendre contre cette agression rwandaise. Clap de fin pour les travaux du projet d'appui au cycle électoral PASS. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a clôturé officiellement ces assises qui ont permis d'évaluer le processus de 2023 et aussi de faire des projections pour mieux préparer les prochaines élections en République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2026 a été adopté après le rapport de la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement. Plus de 50 000 milliards de francs congolais, faisant une augmentation de 16% par rapport à la loi rectificative du budget 2025. Pour terminer, la Déclaration universelle des droits de l'homme se célébrait le 10 décembre dernier. En République démocratique du Congo, plusieurs organisations ont fait un focus sur les violations de ces droits de l'homme qui battent leur plein dans l'est du pays avec cette agression rwandaise. Je le disais également en titre, plusieurs défis restent à relever dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment l'accès aux tests de dépistage pour les populations autres que celles à risque. Toutefois, les actions de sensibilisation ont significativement contribué à contenir la propagation et la prévalence nationale est en baisse. Voici quelques indicateurs de la situation épidémiologique du sida en République démocratique du Congo dans ce dossier de Bobette Enga, Joséphine Lyon. En République démocratique du Congo, les tableaux épidémiologiques actuels de VIH affichent une baisse progressive des prévalences nationales selon le PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Kinshasa et les Lualaba sont parmi les provinces les plus touchées. À l'heure actuelle, les statistiques montrent que nous avons une prévalence autour de 1% et conformément aux résultats antérieurs, il y a une légère baisse. Mais cette situation doit être interprétée province par province parce qu'il y a une disparité des hautes prévalences par rapport à la moyenne chez nous. C'est-à-dire que ça va jusqu'à 4. Mais il y en a qui sont aussi autour de 0,2% selon les provinces. Cette baisse est le résultat d'une synergie d'efforts gouvernement, partenaires et société civile. Toutefois, pour atteindre l'objectif 2030, il y a nécessité d'une forte sensibilisation. Mais il y a aussi plusieurs défis à relever. Il est possible d'arriver à 95, mais c'est question de se décider. En ce qui concerne les ARV, là aussi, on suit d'assez près les personnes qui sont dépistées. Donc là, le pourcentage est relativement acceptable pour arriver à 95. Et le troisième, quelqu'un qui prend les médicaments régulièrement avec des disciplines, généralement la charge virale devient non détectable. Aujourd'hui, nous sommes à 86% de personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement. Ça veut dire que les 14% ne sont pas sous traitement. Et l'effort à faire, c'est justement arriver à mettre les 14% sous traitement et bien évidemment toute la suite. Maintenant que la maladie est concentrée sur les populations clés qui sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les utilisateurs de drogues injectables, les travailleurs de sexe et les transgenres, il faudra un grand effort pour pouvoir dépister ou dénicher les positifs parmi ces groupes et aussi dans d'autres groupes comme les femmes enceintes, les patients tuberculeux, aussi dans la population générale. La difficulté avec la population générale, c'est qu'il faut beaucoup de tests pour pouvoir les dépister. Et le défi justement, c'est avoir tous ces tests-là. La société civile joue un rôle non négligeable dans cette lutte. Le secrétaire exécutif de l'Union congolaise des associations des personnes vivant avec le VIH en est conscient.
de son plaidoyer pour la mobilisation des financements. Maintenant on a vu avec le départ du financement du gouvernement américain, il n'est pas évident, il n'est pas garanti qu'après 2030, que le Fonds mondial ou les partenaires puissent encore appuyer la lutte telle qu'ils les appuyaient avant. Donc il faut déjà penser à ce qu'on appelle le fonds domestique, donc le fonds du gouvernement. Être atteint du VIH est une charge sociale, économique et psychologique. L'impact sur la vie du patient est sans appel. Sur le plan social, l'impact du VIH se résume sur les ruptures familiales, l'orphelinage, les réseaux sociaux qui a plus un attrait sur le côté financement de ces soins de santé. Dans les impacts économiques, il y a la diminution des revenus. Sur le plan du travail, avec tout ce qu'il y a comme stigmatisation et autres, si c'est un acteur, quelqu'un qui était engagé dans une entreprise et qui ne sait pas encore assumer, cette personne-là va être retirée et il y aura une réduction de la main-d'œuvre. Outre la voie sexuelle, la contamination peut se faire aussi par les objets tranchants, d'où ces conseils. À ceux qui font le pédicure, à ceux qui font le manicure, utilisez les objets à usage unique ou les instruments à usage unique, utilisez des instruments personnels, mais si vous êtes soumis à utiliser des instruments réutilisables, il faut une bonne stérilisation. Et la bonne stérilisation, ce n'est pas l'alcool dénaturé, c'est de la pivotine, de la solution au javel. Le sida reste une réalité. Selon les PNMLS, la République démocratique du Congo devra intensifier les dépistages, assurer la disponibilité des intrants et mobiliser davantage des ressources nationales. Comment lutter contre le cancer qui ronge les parties intimes? Les experts de la santé se sont retrouvés pour aborder cette question du cancer en urologie. Regardez. C'est autour du thème entre technologie moderne et pratiques adaptées aux réalités locales que les urologues de la RDC et d'ailleurs se sont réunis pour partager leurs expériences quotidiennes vécues dans différentes formations médicales. C'était à l'occasion de l'ouverture du 19e congrès annuel d'urologie organisé par l'Association congolaise d'urologie ACU. L'idéal de cette rencontre est de relever les défis futurs dans ces domaines spécialisés. En dehors des thématiques retenues, plusieurs autres sujets exploités ont suscité des débats entre professeurs d'université et médecins urologues, à savoir le traitement médical de l'infertilité masculine, l'atrophie testiculaire, la reconstruction mammaire après un cancer dans le contexte congolais, le cancer de la prostate, révolution thérapeutique et stratégie ciblée. Cette rencontre a également permis à certaines firmes pharmaceutiques d'exposer des médicaments appropriés dans ce domaine médical. Le président de l'Association congolaise d'urologie, professeur Dr Loposo, donne la particularité de cette rencontre. Pour nous, cette année, on est en train de comparer les traitements urologiques modernes aux réalités locales. Batodite, c'est la RDC. Kiri, c'est la RDC. Mbujimaï, c'est la RDC. Ouvira, c'est la RDC. Est-ce qu'il y a des matériaux capables de pointe là-bas? Je ne sais pas. Quels sont les moyens pour pratiquer la bonne urologie? Rendre service à la communauté à Kinshasa et rendre service à la communauté à Isiro. C'est-à-dire, avec le matériel de pointe que nous avons, il ne faut pas qu'on puisse perdre la compétence dans l'ancienne urologie traditionnelle. C'est ça, au fait, la symbiose de cette réunion. Ce 19e congrès coïncide avec les 30 ans d'existence de l'Association congolaise d'urologie. Dans le cadre de la coopération République démocratique du Congo et la JICA, plusieurs infrastructures ont été réalisées. C'est le cas de ces écoles qui ont été officiellement remises. Regardez. Ce complexe scolaire qui regorge en son sein 5000 élèves vient d'être doté d'une infirmerie scolaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'implantation des infirmeries dans les écoles de la ville de Kinshasa. Une initiative qui accompagne le programme de la gratuité de l'enseignement de base appuyé par l'Agence japonaise de coopération internationale. C'est toujours pour nous une joie parce que là nous sommes toujours dans notre étape pilote et nous pensons l'étendre dans plusieurs écoles et nous sommes d'autant plus honorés parce qu'il y a une implication manifeste du gouvernement provincial de l'éducation qui accompagne ce projet jusqu'à cette école. Le ministre provincial de l'éducation Thierry Kabouya a au cours de cette cérémonie de remise officielle sensibilisé les élèves et les enseignants au respect du patrimoine commun et à la nouvelle citoyenneté. Et un remerciement que je voudrais exprimer à l'SJK, c'est plus
une manière de venir en aide à nos élèves et aux enseignants en plein milieu scolaire pour pouvoir recevoir des soins primaires. C'est très bien pour nous les élèves. Il y a d'autres malades, ils rentrent à la maison. Maintenant, quand on a mis le dispensaire, c'est très bien parce que si tu es malade, tu viens directement ici, on te traite, tu rentres en classe. Le président de la Sujika, Komba Djeko, a présenté à l'assistance le bien fondé de la Sujika pour la pérennisation de ce grand projet. C'était avant de lancer l'invitation aux élèves à la solidarité. La représentante de la JICA a de son côté exhorté aussi les corps enseignants à bien prendre soin de ces dons. Les conseillers représentant le ministre de la Jeunesse et de l'Intérieur a salué cette initiative en faveur de jeunes. Vous avez corrigé avec moi que cette activité n'avait pas trait aux infrastructures qui ont été remises officiellement. Par contre, au centre de santé scolaire équipé de matériel de santé qui ont été remis. Et vous avez corrigé, comme je l'ai dit, avec moi. Passons à présent à autre chose. À l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo a communié avec cette catégorie de personnes. Plus de détails avec Christine Lenzo, JR Kabamba. 1,3 milliard de personnes vivent avec un handicap, soit 16% de la population. Elles constituent donc le plus grand groupe minoritaire au monde et se heurtent trop souvent à des obstacles que d'autres